Trouve-toi debout sur la surface de la Lune. Un monde silencieux, figé dans le temps, inchangé depuis des milliards d'années. Que ressentirais-tu en contemplant ce paysage lunaire unique, si différent de tout ce que tu as vu sur Terre? Prends un instant pour visualiser ce panorama. Le sol poussiéreux et crayeux sous tes pieds, parsemé de roches et de cratères à perte de vue. Un horizon qui semble se fondre dans le noir d'encre du ciel, ponctué par le scintillement lointain des étoiles. Comment te sentirais-tu, perdu dans cette immensité, face à ce spectacle à la fois magnifique et désolé? Chers voyageurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous partons pour une incroyable exploration de la Lune. Mais avant de partir pour cette nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! La Lune, unique satellite naturel de la Terre, est le plus proche et le plus lumineux objet céleste après le Soleil. Tout au long de l'histoire, la mystérieuse beauté de la Lune a été une source de fascination et de curiosité, et a inspiré une riche tradition culturelle et symbolique. La surface de la Lune est une toile marquée par d'antiques récits inscrits dans les roches et la poussière, offrant une vision impressionnante de l'hostilité de l'espace. En absence des processus d'érosion terrestre habituels comme le vent ou l'eau, elle préserve son passé depuis des époques lointaines. La surface lunaire est inerte, dénuée de toute vie ou mouvement. Ce qui la caractérise surtout, c'est l'absence d'atmosphère, avec des transitions abruptes de jour à nuit aux premiers rayons solaires. Sur la Lune règne un calme absolu, en l'absence d'un environnement capable de porter le son. La Lune tourne sur un axe incliné de seulement 1,5 degré par rapport à l'écliptique, éliminant ainsi les saisons et leurs changements. Au pôle lunaire, la lumière du Soleil frappe presque à l'horizontale, créant une obscurité perpétuelle et une froideur extrême. Bien que la surface lunaire soit altérée par des facteurs tels que les impacts de météorites et les radiations à haute énergie, ces changements sont lents et subtils, mais profonds sur des périodes de temps astronomiques, affectant le régolithe, la couche superficielle de la Lune. Quand une météorite heurte la surface de la Lune, elle provoque une petite explosion, projetant des particules du sol et de matière météorique dans toutes les directions. La majorité de ces particules échappent ensuite à la gravité lunaire. La galaxie lunaire se divise essentiellement en deux types de régions. Les Marias, ou mers lointaines, qui sont de vastes plaines de basalte sombre occupant 17% de la surface, et les hauts plateaux clairs, intensément marqués de cratères, qui représentent les 83% restants de la surface lunaire. Les hauts plateaux ou les continents se distinguent par leur relief prononcé et par une abondance de cratères de différentes tailles, présentant une conservation variable. En revanche, les mers lunaires se reconnaissent à leur topographie relativement plate et à une moins grande fréquence de cratères. Les mers se situent en dessous du niveau de la surface continentale. Par exemple, la mer des Pluies est localisée à une profondeur de 3 km.
tandis que la mer des vapeurs se trouve à 2 km sous le niveau moyen de la surface lunaire. Évidemment, ces mers ne contiennent pas d'eau, mais elles ont été nommées mers en raison de leur teinte sombre. Les petites zones sombres étaient désignées par sa analogie avec les mers sous les noms de baies, lacs et marécages. La répartition des zones marines est extrêmement inégale sur la surface lunaire. Les principales mers sont concentrées dans l'hémisphère visible de la Lune. Dans l'hémisphère nord, les mers occupent le double de la superficie lunaire par rapport à l'hémisphère sud. Ces mers sont principalement constituées de lave basaltique. Les reliefs plus bas et étendus se manifestent sous forme de veines plissées, ce qui indique généralement des endroits où des coulées de lave plus récentes recouvrent celles déjà présentes. Près de ces veines plissées, l'épaisseur des coulées de lave peut être minime. Les noms des mers lunaires n'ont pas été attribués de manière aléatoire. Dans la partie orientale de l'hémisphère visible, on trouve la mer de la fécondité, la mer de la tranquillité, la mer de la sérénité et la mer du nectar, tandis que dans la partie occidentale se situe l'océan des tempêtes, la mer des pluies et la mer des vapeurs. Ces noms s'expliquent par la croyance répandue au milieu du XVIIe siècle, selon laquelle les phases de la Lune influençaient les conditions météorologiques sur Terre. L'océan des tempêtes représente la plus grande formation marine, bordée au nord-est par la mer des pluies, au sud par la mer des nuées et la mer des vapeurs. Sur la moitié orientale du disque visible depuis la Terre, s'étendent en enfilade du nord-ouest au sud-est la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité et la mer de la fécondité. Ces étendues sont bordées au sud par la mer du nectar et au nord-est par la mer des crises. Des mers de taille relativement réduite occupent la frontière entre les hémisphères visibles et inversés, telles que la mer orientale, la mer marginale, la mer de Smith et la mer australe. Sur la face cachée, seule une formation marine notable existe, nommée la mer de Moscou. Outre les mers, on trouve également des montagnes annulaires dispersées sur de vastes étendues, prenant une forme ronde dans les parties centrales du disque lunaire visible et une forme elliptique dans les parties marginales. Ces montagnes circulaires se présentent sous la forme de grandes et petites formations rondes, avec des profondeurs variables, entourées de remparts s'élevant de 0,5 à 1,5 km au-dessus du terrain environnant. Les montagnes annulaires d'un diamètre supérieur à 35 km sont appelées cirques lunaires, tandis que les plus petites sont appelées cratères lunaires. Les petits cratères sont répartis sur toute la surface de la Lune, que ce soit dans ses plaines, au fond des mers, sur les chaînes de montagnes ou autres formations. Vers le milieu du XVIIe siècle, l'astronome polonais Jan Hevelius a suggéré d'attribuer aux montagnes lunaires les mêmes noms que ceux donnés sur Terre. La mer des pluies conserve seulement un de ses anneaux extérieurs, sous la forme des chaînes de montagnes appelées les Alpes, le Caucase, les Apennins et les Carpates. La mer du Nectar est entourée par les montagnes de l'Altaï et des Pyrénées. Quant à la mer orientale, elle est cernée par les montagnes de la Cordillère. Les montagnes des Apennins semblent être les plus élevées sur la Lune,
avec des crêtes individuelles atteignant jusqu'à 5,6 km au-dessus de la surface de la mer des pluies voisines. Les montagnes du Jura s'élèvent à environ 4 km au-dessus de la baie des Arcs-en-Ciel, tandis que dans les Carpates, seules quelques collines atteignent une altitude de 2300 mètres au-dessus des environs. Les caractéristiques les plus notables de la surface lunaire sont ses cratères. Un cratère dont le fond est clair et bien préservé indique une relative jeunesse, tandis que ceux avec des fonds dégradés sont généralement plus anciens. Les grands cratères présentent souvent une montagne centrale et des terrasses le long de leurs parois internes, comme c'est le cas pour les cratères Copernic et Aristarque. Dans les cratères plus anciens, ces caractéristiques, telles que les montagnes et les terrasses, sont moins fréquentes. Certains cratères possèdent des systèmes de rayons, des bandes lumineuses qui s'étendent radialement depuis leur bord. Ces rayons ne sont pas toujours visibles et apparaissent principalement lors de la pleine lune. Étant moins visible pendant d'autres phases et souvent absent près du terminateur, cette ligne fictive sépare les phases éclairées et non éclairées de la Lune. Les cratères dotés de systèmes de rayons se retrouvent dans des cratères de différentes tailles, du cratère Tycho, avec un diamètre de 85 km environ, à des cratères plus petits, mais tout aussi jeunes. Des réseaux de fissures variés et de rayons émanant des bases des cratères, ainsi que des sillons et des rayons lumineux, sont fréquemment observés. La Lune compte plusieurs dizaines de ces cratères, avec des systèmes de rayons qui sont visibles du côté de la Lune, qui nous est accessible lors de la pleine Lune. Les vallées, des dépressions distinctes et isolées de plusieurs kilomètres de large et de dizaines ou de centaines de kilomètres de long, se trouvent sur les pentes de vastes régions montagneuses, telles que la vallée alpine, ainsi que dans les zones continentales, comme la vallée Rhéta. Les creux plus étroits, plus longs, mais moins abrupts, qui conservent une largeur uniforme sur toute leur longueur, sont appelés sillons, comme les sillons Cirsalis, qui s'étendent souvent sur des centaines de kilomètres, indépendamment de la topographie de la surface. Les failles abruptes sont désignées sous le terme de fracture. Dans les mers lunaires, on trouve parfois des corniches, des failles typiques, comme le rebord du mur droit dans la mer des vapeurs. La face cachée de la Lune attire une attention particulière sur les très vastes structures annulaires, appelées bassins, qui dépassent souvent les 300 km de diamètre. Parmi les plus grands, on compte le bassin Paul Sudatken, la mer orientale, le cratère Hertzsprung, la mer de Moscou, entre autres. En plus de leur anneau externe, ces bassins présentent souvent un anneau interne, dont le diamètre est généralement la moitié de celui de l'anneau externe. Cependant, il arrive parfois que les anneaux intérieurs soient gravement endommagés. Certains des grands bassins présents sur la face cachée de la Lune se trouvent exactement à l'opposé des mers visibles sur sa face éclairée. Par exemple, le cratère Korolev est l'opposé de la mer de la fécondité. Tandis que le cratère Hertzsprung correspond à la mer de la tranquillité. Au nord-est de la mer orientale, d'immenses chaînes de cratères s'étendent radialement sur des distances atteignant jusqu'à 1000 km. Ces chaînes comprennent des cratères ayant en moyenne un diamètre de 10 à 20 km. Les cratères, les pics individuels des montagnes, ainsi que les crêtes, sont nommés d'après des astronomes et des scientifiques éminents dans divers domaines.
Il existe une exception pour 12 cratères qui portent les noms de cosmonautes et d'astronautes encore en vie. Faisons un tour plus détaillé de la Lune. Commençons notre voyage par les détails topographiques de la face visible de la Lune, c'est-à-dire la face de la Lune tournée vers la Terre. La mer de la Tranquillité est en fait une mare lunaire, bien que ces étendues lunaires soient dépourvues d'eau. Ces formations ont été nommées mers par les anciens astronomes qui les ont mal interprétées comme étant des étendues d'eau. En effet, lorsque l'on observe la Lune, en particulier sa face visible depuis la Terre, on peut distinguer des régions plus sombres que le reste. Ces zones d'ombre, comparées à un modèle terrestre en nuances de gris, pourraient facilement être prises pour des mers. Bien que des découvertes récentes aient révélé de l'eau sous la surface lunaire, cette eau souterraine ne constitue pas des mers au sens conventionnel. La mer de la Tranquillité est formée de basalte. Vue depuis la Terre, cette zone apparaît plus sombre que les zones environnantes plus claires et plus élevées, qui reflètent davantage la lumière solaire. Lorsqu'on extrait les couleurs de diverses photographies, la mer de la Tranquillité révèle une nuance légèrement bleutée, probablement en raison de la concentration plus élevée de métaux dans la région. Grâce à l'analyse d'échantillons, les scientifiques ont découvert que la zone contient des basaltes, un type de roche volcanique présente à la fois sur la Lune et sur Terre. Ces données ont nourri différentes théories sur la genèse de la Lune, notamment celle de l'impact géant, qui est largement reconnue aujourd'hui. Les astronomes supposent que le bombardement intense de la surface lunaire par des météorites a conduit à l'éjection du manteau intérieur encore chaud, formant ainsi des bassins de magma particuliers dans les cavités des impacts. Par la suite, la Lune s'est refroidie, solidifiant le magma et formant ainsi des mers lunaires. Cette vaste zone lunaire qui s'étale sur un diamètre d'environ 873 km est loin d'être simple. Elle est le reflet des périodes agitées du passé lunaire, sculptées par des activités volcaniques ancestrales survenues il y a des milliards d'années. Au cœur de l'histoire géologique de la mer de la Tranquillité se situent les impressionnantes coulées de lave basaltique, témoignages d'anciennes éruptions volcaniques qui ont profondément marqué le paysage lunaire. C'est ces effusions massives qui ont formé cette caractéristique de plaine lisse. Le bord de la mer de la Tranquillité présente un relief très irrégulier, avec seulement une fraction clairement délimitée comprenant des falaises. Il est difficile de le comparer à une forme géométrique simple. Dans les environs de cette formation, le terrain est plat, avec des altitudes presque nulles. Dans la partie nord de la mer de la Tranquillité, là où les capacités de résolution du télescope atteignent leurs limites, il est possible d'observer certains types de dômes marins, souvent engendrés par l'effusion de basalte volcanique. L'origine de ces formations est attribuée à des processus endogènes, principalement volcaniques, et leur aspect aplati suggère qu'ils ont été façonnés par l'écoulement de lave visqueuse. Des petits cratères émaillent la surface, relatant les innombrables impacts subis par la Lune au long de son histoire. Ces cratères, de toute taille, illustrent les collisions cosmiques qui ont modelé la Lune durant des milliards d'années. Outre les cratères, on découvre dans la mer de la Tranquillité des caractéristiques uniques, telles que les rainures. Ces formations étroites, façonnées par les coulées de lave ancienne, tracent des chemins à travers le paysage, révélant des indices sur le passé volcanique de la Lune.
Elles sont les vestiges des rivières de lave jadis ardentes, témoignant de leur force dévastatrice. Et comme si les cratères et les rainures ne suffisaient pas à susciter notre intérêt, cette région lunaire présente aussi des crêtes ridées, des formations semblant être des ondulations à la surface de la Lune. Elles se sont probablement formées lorsque la croûte lunaire s'est contractée, offrant ainsi un aperçu des processus géologiques à l'œuvre. Ces crêtes fournissent des données clés sur l'évolution géologique de la Lune, révélant les dynamiques qui ont façonné sa surface à travers les époques. À la différence de la mer de la Tranquillité, sa voisine plus jeune au nord, la mer de la Sérénité, présente un littoral bien défini avec de nombreuses falaises. Une grande partie de son fond montre une teinte plus claire que celui de la mer de la Tranquillité. Dans le détroit qui sépare les mers de la Sérénité et de la Tranquillité, on trouve le cratère Plinius, qui mesure 41 km de diamètre, ainsi que le cratère Dawes, avec un diamètre de 18 km. Sur le bord de cette zone continentale, le long de la mer de la Tranquillité, se trouve le cratère Vitruve, clair et bien préservé, mesurant 29 km de diamètre, dont le fond est rempli de lave. Il est probable que tu aies observé la Lune à travers un télescope, une lunette astronomique ou des jumelles et que tu aies remarqué un cratère très distinctif dans l'hémisphère sud de la face visible de la Lune. Tycho est le cratère qui attire tous les regards pendant la pleine Lune. Sa luminosité, associée à ses remparts sombres et aux longs rayons lumineux qui en émanent, lui confère une apparence distinctive. Aucun autre cratère à rayons ne présente une structure circulaire foncée aussi remarquable. Ce cercle sombre, nettement visible dans les télescopes et sur les photographies, représente la répartition d'un substrat pratiquement continu de matière fondue, vitreuse et sombre, générée par l'impact. Cette structure est remarquablement préservée, car le cratère est encore si jeune que ce dépôt n'a pas été altéré ni mélangé avec d'autres roches par les myriades de petits impacts. Ce processus régulier mais lent, appelé space weathering ou érosion spatiale, contribue également, sur environ 1 milliard d'années, à effacer les rayons brillants autour des cratères. Ce cratère est connu sous le nom de Tycho, en l'honneur de l'astronome danois du XVIe siècle, Tycho Brahe. Bien entendu, il existe de nombreux cratères beaucoup plus importants sur la Lune. Cependant, Tycho est sans aucun doute le plus remarquable d'entre eux. Il est situé dans l'hémisphère sud de la Lune, où se rejoignent l'océan des tempêtes et le bassin du pôle Sud-Aitken. Pendant les nuits de pleine lune, le grand cratère Tycho se distingue comme l'une des caractéristiques lunaires les plus remarquables. Il est entouré d'un anneau de matière sombre s'étendant au-delà de ses remparts sur environ un rayon de cratère. Au cours de la transition de la Lune, du premier quartier à la pleine Lune, l'apparence de Tycho change considérablement, passant d'un grand cratère béant à l'épicentre d'un système de rayons fantastiques. Ce cratère est relativement jeune, comme en témoignent ses rayons traversant divers terrains lunaires. Les scientifiques estiment que le cratère Tycho s'est formé il y a environ 107 à 110 millions d'années, à la suite de l'impact d'un gros astéroïde sur la surface lunaire. Ainsi, Tycho est sans aucun doute l'un des cratères les plus jeunes de la face visible de la Lune.
Lors d'une mission spatiale, une sonde spatiale a pu capturer une série de photographies détaillées, mettant en valeur toute la splendeur du cratère Tycho. Les images, prises à une distance de 30 km de la surface du cratère, révèlent qu'au centre se trouve un énorme rocher, mesurant environ 120 mètres. La manière précise dont il s'est retrouvé là reste encore un mystère. Sur les pentes, on observe des pavés plus petits, détachés du rocher, dont la taille varie de 5 à 20 mètres. Ce cratère possède un diamètre d'environ 85 km. Son sommet central s'élève en moyenne à 2,4 km au-dessus du fond du cratère, tandis que le bord extérieur du cratère atteint une hauteur de 4,8 km. Son versant intérieur présente une structure en terrasse bien définie. La région environnante du cratère est parsemée de nombreuses autres formations d'impact de taille variée, certaines résultant des plus gros débris éjectés lors de la formation de Tycho. Le cratère est entouré d'un vaste système de rayons lumineux, mesurant jusqu'à 1500 km de longueur. Bien que visibles à tout moment, ces rayons sont particulièrement nets lors des nuits de pleine lune. L'observation de Tycho aux alentours de la pleine lune avec des jumelles ou un petit télescope révèle que les rayons lumineux ne sont pas uniformément distribués dans toutes les directions. Ces rayons lumineux s'étendent loin vers l'est, le sud et le nord-ouest, mais aucun ne s'étend vers l'ouest. La nature de ces rayons a suscité des débats pendant longtemps. Les premières théories suggéraient qu'ils pouvaient être des dépôts de sel provenant d'eau évaporée. Plus tard, de nombreux chercheurs ont envisagé qu'ils pourraient être des dépôts de cendres volcaniques. Une fois que l'idée selon laquelle le cratère Tycho se serait formé par un impact fut largement acceptée dans les années 60, de nombreux chercheurs ont commencé à privilégier l'hypothèse suivante. Les rayons seraient le résultat de la déformation des roches lunaires à la suite de cet impact. Cet impact a projeté davantage de terre et de roches vers le bas, élargissant et étendant les rayons. Le matériau lunaire fraîchement excavé brille, mais sa brillance diminue avec le temps. Les rayons du cratère lunaire Tycho restent brillants, car ils n'ont pas encore été affectés par les tempêtes solaires, les rayons cosmiques et les micrométéorites qui les assombrissent et les dégradent en poussière. La grande auréole lumineuse entourant Tycho est 2 fois plus large à l'est qu'à l'ouest, ce qui est typique d'un cratère formé par un impact oblique. Ainsi, l'impacteur ayant formé le cratère Tycho, un astéroïde probablement d'un diamètre de 8 à 10 km, s'est approché selon un angle faible par rapport à l'ouest pour former un motif balistique décentré. Entre 3 et 4 jours après l'impact, une fraction des débris projetés lors de la collision a dû atteindre la Terre, provoquant une pluie de météores particulièrement spectaculaire. À ce moment-là, il y a un peu plus de 100 millions d'années, les dinosaures et autres reptiles qui peuplaient la Terre ont probablement été témoins de cette collision titanesque. Comme les autres mers ou étendues marines lunaires, l'océan des tempêtes est une étendue plate de basalte formée par le durcissement du magma. En fait, cette région ne diffère pas structurellement des autres mers lunaires. Sa classification en tant qu'océan plutôt que mer est uniquement due à sa taille exceptionnelle. Dominant la partie nord-ouest de la surface lunaire, l'océan des tempêtes s'étend sur une distance de plus de 2500 km. Son origine remonte à environ 3,5 milliards d'années, et depuis lors,
Les impacts subséquents, dont certains étaient de grande envergure, ont altéré ses contours extérieurs. Autrefois, son apparition sur la face de la Lune lors du deuxième quartier était associée au mauvais temps, d'où son nom. La plupart des autres mers ont une forme approximativement circulaire, suggérant qu'elles peuvent être le résultat du bombardement de la surface lunaire au début de l'histoire de la Lune. En raison de sa taille immense et de sa forme arrondie présumée, on suppose généralement que l'apparition l'océan des tempêtes est due à un impact majeur ayant frappé la Lune et perforé sa croûte. Par la suite, du magma a surgi, formant d'immenses plaines qui ont finalement donné naissance à l'océan des tempêtes, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Diverses autres théories ont été avancées quant à la formation de l'océan, offrant des alternatives à l'hypothèse de l'impact. Selon ces chercheurs, il est possible que cette zone ait émergé à la suite d'un brassage profond à l'intérieur de la Lune, entraînant une accumulation importante d'éléments radioactifs, générant de la chaleur dans la croûte et le manteau de cette partie lunaire. Il est peut-être plus vraisemblable que cette vaste zone ait été soumise à des forces internes de la structure initiale de la Lune, entraînant la libre circulation du magma sur de vastes étendues de son hémisphère occidental, avant de se solidifier pour créer la surface plane de la plaine. À terme, la pression exercée par le poids de la lave en surface aurait alors comprimé la croûte, refermant ainsi les failles et mettant fin à l'inondation. Par la suite, les plaines de lave se seraient refroidies, tandis que des impacts ultérieurs auraient donné naissance aux autres bassins superposés. L'ampleur de la situation est étonnante. Imaginez une éruption de lave si grande et si longue qu'elle a inondé 2,5 millions de kilomètres carrés de la surface lunaire. Cela représente une superficie équivalente à un quart de la surface de l'Europe. Malgré son aspect apocalyptique, cette nouvelle idée présente de nombreux points positifs. Tout d'abord, les observations semblent parfaitement concorder avec cette hypothèse. Mais les scientifiques ont toujours des réserves quant à l'idée d'un impact unique, car les conséquences d'un tel événement auraient été si considérables qu'elles auraient dû laisser de nombreuses traces. Par exemple, l'onde de choc aurait traversé la croûte lunaire pour se propager tout autour de la Lune, convergeant vers le point situé à l'opposé. Cela aurait libéré une quantité importante d'énergie à cet endroit, entraînant un terrain chaotique et déformé dans cette zone. Pourtant, aucune caractéristique de ce type n'a été identifiée dans ces régions. Malgré sa grande étendue, la surface intérieure de l'océan des tempêtes est généralement uniforme, à l'exception de quelques petits cratères dispersés. Le plus notable d'entre eux est Kepler, un cratère rayonné d'environ 31 km de diamètre bordant l'océan des tempêtes. Aux marges de l'océan, on trouve plusieurs caractéristiques de surface plus remarquables. Sur un plateau près de sa rive nord, se trouve un autre cratère nommé Aristarque, comparable en taille à Kepler, et qui est l'un des points les plus lumineux de la Lune. À l'est du cratère Aristarque, l'océan des tempêtes rencontre la vaste mer des pluies, et une partie de leur frontière commune est marquée par une chaîne de montagnes. Au sud de ces montagnes se trouve le vaste cratère en terrasse connu sous le nom de Copernic, s'étendant sur près de 93 km d'un bord à l'autre. Au sud du cratère Copernic, délimitant les limites sud-est de l'océan des tempêtes, s'étend une crête montagneuse qui était autrefois considérée comme faisant partie intégrante de l'océan lui-même.
Cependant, en 1964, cette région est devenue la première partie de la Lune à être vue en détail par une sonde terrestre depuis la Terre. Il est possible que les Montes Apenninus ne soient pas les montagnes lunaires les plus élevées, mais elles sont sans aucun doute les plus impressionnantes et spectaculaires. Nommées d'après les montagnes des Apennins en Italie, ces reliefs délimitent la frontière sud-est de la mer des Pluies, la plus vaste et significative des mers lunaires régulières, et elle domine une grande partie du paysage à chaque phase lunaire. Les Apennins ne forment pas une frontière continue tout autour de la mer des Pluies, mais il est probable que cela ait été le cas autrefois. La formation de la chaîne de montagnes des Apennins remonte à environ 3,8 à 3,9 milliards d'années lors de l'impact d'un corps de la taille d'un astéroïde qui a creusé le bassin de la mer des Pluies. Cet impact a soulevé la croûte à proximité, formant ainsi la chaîne de montagnes en arc que sont les Montes Apenninus. Sur Terre, la formation des chaînes de montagnes prend des millions d'années. Néanmoins, les magnifiques reliefs entourant la mer des Pluies se sont créés en quelques instants. L'événement à l'origine de la formation du bassin de mer des Pluies s'est produit plusieurs centaines de millions d'années avant les éruptions de basalte qui ont rempli le bassin. Près d'Érasthothène, l'un des cratères les plus remarquables et les mieux préservés, les Apennins suivent le bord de la mer des Pluies, séparant cette dernière de la mer des Vapeurs, plus petite et plus sombre. Cette chaîne de montagnes compte plus de 3000 sommets, s'étalant sur 600 km. La vue est particulièrement frappante au premier quartier lunaire, lorsque les crêtes projettent leurs longues et nettes ombres sur la plaine. Le point culminant des Apennins, le Mont Huygens, atteint environ 5500 mètres d'altitude depuis sa base jusqu'à son sommet, au-dessus de la surface lunaire, soit plus de la moitié de la hauteur du mont Everest. La montagne porte le nom de Christian Huygens, un astronome néerlandais qui a découvert Titan, la plus grande lune de Saturne. À l'extrémité orientale de la chaîne de montagnes se trouve le Mont Hadley. Au nord, la mer des Pluies est encadrée par les Montes Alpes, qui toutefois ne se rejoignent pas avec les Apennins. Il existe un espace entre ces deux formations, ce qui permet au sol de la mer des Pluies de se joindre à celui de la mer de la Sérénité adjacente. Une différence d'altitude et d'âge se fait alors remarquer. Bien que les Montes Alpes lunaires ne rivalisent pas avec les Apennins en termes d'importance, ce relief présente un intérêt particulier grâce à des caractéristiques uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la Lune. Notamment la vallée alpine, une crevasse gigantesque traversant les montagnes, mérite une mention spéciale. La vallée alpine traverse les Montes Alpes sur 190 km de longueur et de 10 à 20 km de largeur. Cette vallée s'est formée par l'effondrement de la croûte lunaire entre des failles parallèles. Il est probable que cette vallée ait été créée simultanément avec l'impact ayant formé la mer des Pluies. La surface de la vallée est recouverte de roches de lave sombre et au lever du soleil, les pentes abruptes atteignant jusqu'à 1000 mètres à l'extrémité ouest sont magnifiquement éclairées. Plus loin, à quelques kilomètres seulement de la mer des Pluies, la vallée s'ouvre sur une large zone ovale, connue sous le nom de Grand Amphithéâtre. Avec un télescope de qualité, il est possible d'apercevoir la fissure de 550 mètres de large qui parcourt le fond de la vallée alpine. Cette fissure, située au centre de la vallée,
et probablement un ancien conduit de lave dont le toit s'est effondré. Sous les Montes Alpes, au sud-est de la Lune, se trouvent les Montes Caucasus, une autre chaîne montagneuse qui plonge sous une plaine recouverte de lave, reliant la mer des Pluies à la mer de la Sérénité, au sud-est. Enfin, il y a le Sinus Iridum, également appelé la baie des arcs-en-ciel. Il semble qu'il ait été autrefois un cratère majeur en bordure de la mer lunaire, mais les flots de lave se sont élevés jusqu'à submerger le mur côtier, le laissant à peine discernable et créant ainsi une vaste baie. Ce spectacle est particulièrement frappant lorsque le soleil se lève au-dessus de la baie. Les premiers rayons du soleil éclairent d'abord les sommets de l'autre côté, laissant la baie plonger dans l'obscurité. Ce phénomène est souvent appelé la poignée bijoutée et se produit une fois à chaque phase lunaire, constituant un exemple remarquable de l'effet de clair-obscur. Les Montes Apenninus font partie d'une caractéristique géologique distincte observable sur la Lune, connue sous le nom de bassin d'impact multi-anneaux. L'atterrissage dans de telles régions est essentiel pour approfondir notre compréhension de la formation et de l'évolution des bassins d'impact multi-anneaux, non seulement sur la Lune, mais aussi sur d'autres corps planétaires. Lors des phases de pleine lune, les vastes plaines lunaires sombres sont facilement observables à l'œil nu sur la face visible de la Lune. Nous comprenons désormais qu'elles sont en réalité d'immenses bassins de lave basaltique figés datant de périodes anciennes. Les chercheurs en sciences lunaires estiment que la mer des Pluies, considérée comme le deuxième plus jeune bassin lunaire, s'est formée il y a environ 3,85 milliards d'années, lorsqu'une protoplanète est entrée en collision avec la Lune. La mer des Pluies est un immense bassin principalement composé de basalte, mesurant plus de 1000 km de diamètre. Jusqu'à présent, la taille précise de l'objet ayant formé un tel bassin était inconnue. De récents calculs ont révélé que le diamètre de l'astéroïde de collision était beaucoup plus important que précédemment estimé, atteignant environ 250 km, alors qu'il était auparavant évalué à 80 km. Selon les planétologues, cette estimation est conservatrice. Le diamètre réel de l'astéroïde pourrait dépasser les 300 km. Les scientifiques soulignent que la taille imposante de cet astéroïde justifie sa classification en tant que protoplanète. Cette collision marque une période importante dans l'histoire lunaire, connue sous le nom de grand bombardement tardif, parfois désigné sous le terme de cataclysme lunaire. Cette collision s'est déroulée il y a environ 4,1 à 3,8 milliards d'années, une époque où le système Terre-Lune et les autres planètes internes ont subi une augmentation significative du nombre d'impacts de corps célestes. Bien que l'origine exacte de cette augmentation des bombardements demeure incertaine, certains spécialistes en planétologie suggèrent que cela pourrait résulter des modifications orbitales des planètes géantes du système solaire, induites par des interactions avec des matériaux volatiles, tels que le gaz, la poussière ou même de petits débris spatiaux. Il est possible que ces perturbations aient affecté la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, ainsi que les comètes de la ceinture de Kuiper, à la limite extérieure du système solaire, provoquant des orbites excentriques, les amenant en contact avec les planètes internes, Mars, Terre, Vénus, Mercure, ainsi qu'avec la Lune.
D'après la formation du bassin de la mer des Pluies suite à l'impact initial, d'autres collisions avec des roches spatiales ont créé des cratères plus petits et plus récents à l'intérieur. Par la suite, au fil des centaines de millions d'années, des éruptions volcaniques ont recouvert la région de lave, formant des cratères remplis de cette substance, connue sous le nom de mer lunaire, ce qui a conduit à la formation d'une surface relativement plate sur une étendue considérable. Ainsi, la région de la mer des Pluies, avec ses montagnes, ses crêtes, ses canaux, ses plaines et ses cratères, constitue un témoignage fascinant du passé géologique de la Lune. La mer des Pluies présente une profondeur moyenne d'environ 5 km. Elle est entourée de 3 chaînes de montagnes concentriques qui s'élèvent jusqu'à 7 km au-dessus de la surface environnante. La chaîne de montagnes extérieures, qui s'étend sur un diamètre de 1300 km, comporte 3 chaînes de montagnes distinctes. Les Carpates au sud-ouest, les Apennins au sud-est et le Caucase à l'est. Les chaînes de montagnes sont moins prononcées au nord et à l'ouest. Contrairement aux chaînes de montagnes terrestres, celles-ci ne sont pas le résultat d'un soulèvement tectonique, mais elles ont été formées par l'impact qui a creusé la mer des Pluies. C'est un peu comme si une boule de billard tombait dans une cuve de boue épaisse et visqueuse, laissant un cercle bien défini de crêtes autour du point d'impact. Ensuite, le bassin de mer des Pluies s'est rempli de lave. Cela a transformé les bassins marins en ce qui était véritablement, pour un temps, des mers liquides. Sur plusieurs centaines de kilomètres autour de la mer des Pluies, on trouve des marques d'émission de roches sous forme de sillons et de fossés. Ce relief est apparu à la suite d'une collision avec un astéroïde, lorsque des fragments éjectés de l'impact ont bombardé la surface lunaire sous de faibles angles. Selon les experts, la collision à l'origine de la formation de la mer des Pluies a eu un impact sur l'ensemble de la croûte lunaire, en raison des ondes sismiques traversant la jeune Lune. En explorant la mer des Pluies, tu as sûrement repéré une caractéristique remarquable à son extrémité nord-ouest, connue sous le nom de la baie des Arcs-en-Ciel, un gigantesque cratère dont le diamètre mesure environ 236 km de largeur. Entourant du nord-est jusqu'au sud-ouest la baie des Arcs-en-Ciel, se trouve une chaîne de montagnes basses, connue sous le nom de montagne du Jura. Du côté sud, l'entrée de la baie est marquée par 2 promontoires distincts, le promontoire occidental d'Héraclides et le promontoire oriental de Laplace. Lorsque le célèbre astronome italien Giovanni Riccioli observa cette zone lunaire en 1651, il fut frappé par sa ressemblance avec une baie terrestre. Il est important de se rappeler qu'à cette époque, les astronomes croyaient que la Lune, tout comme la Terre, possédait des continents, des mers, ainsi que des éléments tels que des lacs et des marécages. En attribuant à cette plaine le nom de la baie des Arcs-en-Ciel, Riccioli n'avait aucune idée de sa véritable nature, ce qui n'est guère surprenant, étant donné que cette baie se distingue des cratères lunaires par l'absence de collines centrales et de la partie sud de son bord. L'origine étonnante de la baie des Arcs-en-Ciel a suscité de nombreuses théories. Dans une recherche, des scientifiques ont proposé l'idée qu'un gigantesque corps cosmique aurait heurté la surface lunaire dans la région nord-ouest, formant ainsi la baie avant de continuer son parcours pour créer le bassin de la mer des Pluies, ainsi que son anneau interne composé de chaînes de montagnes.
Cependant, des recherches plus récentes ont révélé que la baie des Arcs-en-Ciel, ainsi que les cratères Archimède et Platon, sont légèrement plus récents que le bassin de la mer des Pluies, ce qui a conduit à écarter cette hypothèse. Aujourd'hui, la théorie la plus crédible concernant l'origine de la baie des Arcs-en-Ciel est la suivante. Suite à la formation du bassin de la mer des Pluies, un impact de roches cosmiques s'est produit à la surface lunaire. Cette collision s'est déroulée près du bord du bassin, là où la topographie inclinait légèrement vers son centre. Par la suite, la formation de la mer des Pluies a commencé, avec des coulées de lave remplissant progressivement le bassin et débordant sur le bord nord de la baie des Arcs-en-Ciel. Néanmoins, cette explication rencontre une difficulté majeure. Si le bord sud de la baie des Arcs-en-Ciel était effectivement recouvert par une coulée de lave, nous devrions alors constater une diminution progressive de sa hauteur au fil du temps. Au contraire, le bord du cratère semble maintenir une hauteur presque constante sur toute sa longueur, de l'extrémité ouest à l'extrémité est. Une autre hypothèse fascinante a été proposée, selon laquelle, suite à un affaissement du fond du bassin, une faille s'est formée, passant sous le bord sud du cratère. Ce bord aurait alors subi une fracture et un effondrement, avec ses débris submergés par la lave, tout comme la faille elle-même. Pour prouver sa théorie, les chercheurs mettent en avant les rainures concentriques préservées dans la région du cratère d'Archimède, Rima Bradley et Rima Hadley. De telles rainures ont été identifiées dans la plupart des bassins lunaires et, selon les scientifiques, suggèrent une déformation et une subsidence du fond des bassins. L'observation qui attire le plus l'attention à la baie des Arcs-en-Ciel est incontestablement la tête de dame, une figure lunaire particulièrement remarquable. Le profil d'une femme est apparu pour la première fois sur une carte de la Lune réalisée par le célèbre astronome Jean-Dominique Cassini en 1679. On suppose que Cassini a représenté sur sa carte une véritable femme, peut-être même sa propre épouse. Cependant, d'autres versions existent. Il se pourrait notamment que ce soit en référence à l'ex-reine de Suède, Christine, une amie de Cassini, passionnée par la science, ou encore à une reine française. Le cratère Copernic figure parmi les éléments les plus significatifs de la Lune. Bien que considéré d'un âge moyen selon les standards lunaires, estimés à 800 millions d'années, ce cratère est étonnamment bien préservé et reste entouré d'un système de rayons remarquablement visible. Cette caractéristique permet son observation aisée, même avec un petit télescope ou des jumelles. Les images capturées par les sondes spatiales révèlent une section du sommet central du cratère. Celui-ci se divise en 3 zones distinctes, s'élevant à 1300 mètres au-dessus du fond de Copernic. Les montagnes au sommet présentent plusieurs strates composées de matériaux éjectés lors de l'impact. Nommé d'après l'astronome polonais Nicolaas Copernic, ce cratère a un diamètre de 93 km et il est situé dans la partie orientale de l'océan des tempêtes. Son puits d'impact n'est pas de forme circulaire, mais plutôt polygonale, s'élevant à plus de 3800 mètres au-dessus de la surface environnante. Contrairement à la plupart des cratères lunaires, le sol de cratère Copernic n'a jamais été recouvert de lave. Cela s'explique par le fait qu'il s'est formé après la fin de la période d'activité volcanique. Cet anneau lunaire a émergé à la suite de l'impact d'un astéroïde de 7 km. Une telle collision avec la Terre aurait des conséquences dévastatrices dans le monde moderne.
L'énergie colossale emmagasinée dans la vitesse de chute du corps céleste se convertirait instantanément en une explosion d'une ampleur gigantesque, et le point d'impact connaîtrait des températures bien supérieures à celles de la surface du Soleil. Au cœur du cratère Copernic se dressent des collines isolées et reliées entre elles, s'étendant sur 1,2 km au-dessus de la région environnante. Ces pics centraux commencent à apparaître généralement dans les cratères lunaires de plus de 15 km de diamètre, résultant de changements dans les forces en jeu lors de l'impact initial. Les roches au point d'impact adoptent un comportement plastique et se redressent immédiatement après la formation de la cavité d'impact. Cet effet est similaire à celui observé lorsqu'une goutte tombe sur une surface. Selon les scientifiques, le matériau constituant les sommets centraux de Copernic provient d'une profondeur de 20 à 30 km. Une des caractéristiques distinctives du cratère lunaire Copernic est un réseau rayonnant de cratères secondaires, évoquant une zone frappée par des bombardements aériens. Cependant, dans ce cas, ce bombardement a été déclenché par d'énormes blocs de pierre éjectés du cratère principal à une vitesse d'environ 1500 km/h. Et comme la matière éjectée se déplaçait à une vitesse plus lente que celle de l'impacteur, l'explosion habituellement associée à ces impacts ne s'est pas produite. C'est pourquoi les cratères secondaires de Copernic ont une forme allongée plutôt que circulaire. À la surface de la Lune, une couche sombre de matériaux se forme lentement, soumise à l'action des micrométéorides et du rayonnement cosmique. Lorsque cette couche est recouverte par des matériaux plus légers éjectés du point d'impact, des rayons lumineux se forment autour des cratères. C'est également la raison principale pour laquelle nous n'observons ces caractéristiques que dans des formations plus récentes sur la Lune. En général, les cratères dotés de rayons visibles ont seulement quelques centaines de millions d'années. Ainsi, Copernic est l'un des cratères les plus anciens présentant des rayons bien définis. Récemment, un groupe de chercheurs a publié un article tentant de retrouver la cause des impacts lunaires les plus récents. L'analyse de 59 cratères a révélé que 7 d'entre eux se sont formés simultanément, en même temps que Copernic. Ainsi, il y a environ 1 milliard d'années, la Lune a été soumise à un bombardement cosmique accru. Les auteurs de l'étude ont même identifié un suspect principal. Il y a environ 900 à 1500 millions d'années. Une collision s'est produite dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, donnant naissance à une famille d'astéroïdes connue sous le nom de l'Alia. La théorie avance que les matériaux issus de cette collision ont déclenché une tempête de roches qui a atteint son apogée sur la Lune il y a environ 1 milliard d'années. Et ce n'était pas seulement la Lune. La Terre n'a pas été épargnée par les bombardements à cette époque. On estime que les deux corps ont reçu un dépôt de matériaux pesant environ 30 à 60 fois le poids de l'impacteur qui a causé l'extinction massive il y a 66 millions d'années. Ainsi, Copernic avait probablement des homologues sur Terre, mais les traces de leur existence ont depuis longtemps disparu de notre planète active. Alors que le côté visible de la Lune continue de fasciner et d'étonner, son côté obscur demeure enveloppé de mystère. Séduisante et hors de notre vue directe, la face cachée de la Lune a longtemps captivé l'imagination. Au cours du XXe siècle, avec l'envoi des premières sondes dans l'espace, les scientifiques se sont interrogés sur ce que pourrait masquer cette partie méconnue de notre satellite.
Contrairement à ce que la croyance populaire pourrait laisser entendre, le terme face cachée de la Lune ne signifie pas une obscurité permanente. En réalité, il fait référence à un hémisphère qui reste invisible depuis la Terre, en raison d'une rotation synchrone, où la période de rotation de la Lune correspond à celle de sa révolution orbitale. Ce phénomène remarquable entraîne ainsi qu'une seule face de la Lune est perpétuellement masquée de notre planète. Par conséquent, la face cachée de la Lune n'est pas constamment plongée dans l'obscurité. Bien qu'une seule face de la Lune soit visible depuis la Terre, cela ne signifie pas que nous n'observons que 50% de sa surface. La Lune, comme de nombreux objets célestes, suit une orbite elliptique avec une certaine excentricité, qui mesure à quel point son orbite s'éloigne d'un cercle parfait. En raison de la distance entre la Lune et la Terre et de la légère inclinaison de l'orbite lunaire, nous pouvons observer les pôles nord et sud de la Lune depuis la Terre. Le premier aperçu de cette région inexplorée a été offert en 1959 par la sonde spatiale soviétique Luna 3, qui a capturé les premières photographies de cette face méconnue. Des missions ultérieures telles que Chang'e ont fourni une multitude de données et d'images précieuses, éclairant ainsi le paysage jusqu'alors caché. La face cachée de la Lune offre un paysage très différent par rapport à sa face visible. Une des distinctions les plus marquantes entre le côté caché et le côté plus familier de la Lune est l'absence de vastes plaines de basalte sombre connues sous le nom de mers. La face cachée compte seulement deux grandes mers, connues sous les noms de mer des Rêves et mer de Moscou, à la différence avec la face visible qui présente une multitude de mers lunaires. Au lieu de cela, le côté obscur est principalement caractérisé par de hauts plateaux accidentés parsemés de cratères et de chaînes de montagnes. Parmi les cratères lunaires les plus grands en termes de diamètre, les 9 premiers se trouvent exclusivement sur la face cachée de la Lune. Le bassin pôle sud Aitken se démarque en tant que le plus grand cratère de la face cachée de la Lune, attirant l'attention des chercheurs et des observateurs. De plus, cette région lunaire se caractérise par une épaisse couche d'écorce ainsi qu'une abondance de cratères, témoignant de son histoire d'impact cosmique. Ce contraste saisissant a conduit les scientifiques à suggérer que les processus géologiques ayant façonné cette face de la Lune offrent un aperçu de son passé turbulent. Une autre particularité de la face cachée de la Lune réside dans son silence absolu. Isolée des ondes radioterrestres, cette face offre aux astronomes et aux scientifiques une opportunité rare d'observer l'univers sans l'interférence de signaux terrestres. Cela ouvre une nouvelle ère dans l'exploration de l'univers et ouvre la voie à de futures avancées scientifiques. Mais pourquoi la face visible de la Lune devrait-elle présenter une activité volcanique et des coulées de lave plus prononcées que la face cachée ? Une des théories largement acceptées suggère qu'au début de l'histoire de notre système solaire, une planète naine en formation est entrée en collision avec la Lune. L'impact aurait projeté d'énormes quantités de matière qui se seraient ensuite déposées sur la surface de la Lune, enfouissant la face cachée sous 5 à 10 km de débris. Ces débris constitueraient une grande partie de la croûte lunaire et pourraient encore être détectés aujourd'hui. Une autre théorie avance également que la face cachée de la Lune possède une croûte plus épaisse. Pendant la formation de la Terre et de la Lune, la chaleur provenant de la Terre, encore en fusion, aurait retardé le refroidissement de la face visible de la Lune.
En revanche, la face cachée aurait pu se solidifier plus rapidement, formant ainsi une croûte plus épaisse. Cela aurait conduit à des impacts de météorides sur la face visible qui, parfois, auraient percé la surface plus mince jusqu'au manteau, encore en fusion, libérant de la lave à la surface pour créer les mers lunaires. En revanche, si un météoride frappait la face cachée de la Lune, la croûte plus épaisse ne serait pas perforée, ce qui donnerait lieu à la formation de vallées, de cratères et de hauts plateaux, mais pas de mer lunaire. Cette formation est située sur la face cachée sud de notre Lune et doit son nom à deux objets situés à ses extrémités opposées, le pôle sud de la Lune et le cratère Aitken. Le bassin pôle sud Aitken se distingue en tant que le plus vaste cratère lunaire, occupant une place remarquable sur la face cachée de notre satellite naturel. Avec un diamètre impressionnant d'environ 2500 km, il se classe parmi les plus grands cratères du système solaire. Sa profondeur est également remarquable, plongeant de 6,2 à 8,2 km sous la surface lunaire, ce qui en fait un objet d'étude unique pour explorer les strates lunaires. En plus de sa taille, le bassin pôle sud Aitken est aussi l'un des cratères lunaires les plus anciens qui remonte au premier stade de l'histoire lunaire, datant d'environ 4,2 à 4,3 milliards d'années, une période dans l'histoire du système solaire appelée l'époque du pré-nectarien. Par conséquent, cette formation particulière est un vestige rare de l'époque où le processus de différenciation des corps planétaires était en cours, marquant la séparation en noyaux, manteaux et croûtes. Cette ancienneté en fait un élément essentiel pour comprendre l'évolution du système lunaire et solaire. L'exploration du bassin pôle sud Aitken revêt une importance bien au-delà de la simple curiosité académique. Elle représente un trésor de connaissances géologiques qui permettent de comprendre l'intégrité structurelle de la Lune, ainsi que la possibilité de trouver des ressources précieuses telles que l'eau, la glace et des minéraux rares. Cette étude joue un rôle primordial dans la planification des futures missions lunaires, qu'elles soient pilotées ou non. En explorant ce vaste cratère lunaire, les scientifiques ont l'opportunité d'affiner leurs théories sur la formation de la Lune et l'évolution du système solaire primitif. Son origine est attribuée à un événement d'impact massif qui a non seulement créé le bassin lui-même, mais a également influencé de manière significative la géologie lunaire. L'étude approfondie de ce vaste cratère continue de fournir des informations capitales sur la composition de la Lune, sa structure interne, ainsi que sur les processus géologiques qui ont façonné la surface lunaire au cours des milliards d'années. Jusqu'aux années 90, le bassin était peu connu. Une étude multispectrale menée par la sonde spatiale Clémentine de la NASA en 1994 a révélé que la surface de la dépression contenait davantage d'oxyde de fer et de dioxyde de titane que les sommets lunaires, la rendant ainsi plus sombre. Certains chercheurs soutiennent l'hypothèse que le cratère résulte d'une collision entre la jeune Lune et un corps cosmique massif. Un tel événement aurait secoué l'ensemble de la Lune, car la taille de la dépression laissée après l'impact dépasse le rayon lunaire. Les modèles d'impact vertical suggèrent que l'astéroïde aurait arraché d'importantes quantités de matériaux du manteau, jusqu'à des profondeurs de 200 km. Cependant, les observations montrent que le fond du cratère est principalement recouvert de roches de la croûte lunaire.
Un autre groupe de scientifiques avance que cela suggère que le bassin n'a pas été formé par un impact vertical typique à grande vitesse, mais pourrait résulter d'un corps à faible vitesse, s'écrasant selon un angle aigu, n'atteignant pas de grande profondeur lors de l'impact. La force de l'impact ayant formé le bassin était si considérable qu'elle a très probablement eu un effet sur l'ensemble de la Lune, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle d'études en géologie planétaire et en dynamique d'impact. En effet, les simulations d'impact quasi verticaux suggèrent que la boule de feu résultante a pu emporter d'importantes quantités de matériaux provenant du manteau jusqu'à des profondeurs atteignant 200 km sous la surface. Toutefois, les observations effectuées jusqu'à présent ne permettent pas de confirmer la composition du manteau pour ce bassin, et les cartes d'épaisseur de la croûte suggèrent la présence d'environ 10 km de matériaux crustaux sous le fond de ce bassin. Pour certains chercheurs, cela suggère que la dépression n'a pas été formée par un impact typique à haute vitesse, mais pourrait plutôt résulter de la collision avec un projectile à faible vitesse, d'environ 200 km de diamètre, frappant sous un angle faible, environ 30 degrés au moins, et n'ayant donc pas pénétré très profondément dans la Lune. Des preuves potentielles de cette théorie sont suggérées par des zones élevées au nord-est du bord du bassin pôle sud Aitken, pouvant représenter des éjectats provenant d'un tel impact oblique. Un autre aspect fascinant de la géologie du bassin réside dans sa topographie. Le fond du bassin abrite divers cratères, chaînes de montagnes et vallées, tous façonnés par l'impact initial et les processus géologiques subséquents. Ces caractéristiques font du bassin pôle sud Aitken bien plus qu'une simple singularité. Il constitue un paysage complexe, témoignant d'une riche histoire géologique. La composition géologique du bassin pôle sud Aitken est à la fois complexe et diversifiée. Parmi ses traits les plus remarquables figure la diversité de sa croûte, comprenant une variété de roches et de minéraux lunaires. La grande profondeur du bassin expose le manteau lunaire, offrant ainsi un rare aperçu de cette couche profonde de la Lune. Cette exposition revêt une importance capitale, car elle peut contenir des matériaux peu communs en surface, fournissant des indices importants sur la structure et la composition interne de la Lune. La composition du bassin semble présenter des variations par rapport aux régions montagneuses habituelles. Les données orbitales révèlent que le fond du bassin affiche des niveaux légèrement plus élevés en fer, titane et thorium. Du point de vue minéralogique, le fond du bassin présente une concentration beaucoup plus élevée en clinopyroxène et en orthopyroxène par rapport aux hauts plateaux environnants, principalement constitués d'anorthosite. Plusieurs explications peuvent être avancées pour cette signature chimique distinctive. D'une part, elle pourrait simplement refléter des matériaux de la croûte inférieure, légèrement plus riches en fer, en titane et en thorium que la croûte supérieure. D'autre part, cette composition pourrait être le résultat de la présence généralisée de corps de basalte riches en fer, similaires à ceux constituant les mers lunaires. Les chercheurs envisagent qu'une grande partie de la surface lunaire entourant le bassin puisse avoir été fondue lors de l'impact. La différenciation de cette couche de fusion résultant de l'impact aurait pu engendrer des anomalies géochimiques supplémentaires. De plus, la probabilité que plusieurs processus aient contribué à la signature géochimique inhabituelle du bassin rend la situation plus complexe. La formation du bassin pôle sud Aitken représente l'un des événements les plus anciens et les plus significatifs de l'histoire de la Lune.
Cet événement a non seulement eu un impact sur l'évolution thermique et chimique du manteau lunaire, mais il a également préservé les matériaux hétérogènes du manteau à la surface lunaire sous forme d'éjecta et de fusion par impact. Notre voyage pour explorer et décrypter les mystères de la Lune est achevé. Chaque mission sur sa surface, chaque sonde en orbite et chaque analyse de ces matériaux nous rapproche un peu plus de percer ses secrets. La Lune, témoin silencieux de l'histoire de la Terre, renferme de nombreux mystères sur le passé de notre planète et propose des indices sur le futur de l'exploration spatiale. Néanmoins, l'exploration de la Lune ne se résume pas simplement à une expédition vers un corps spatial, mais constitue plutôt un voyage dans le passé jusqu'au premier jour du système solaire. La surface lunaire est un lieu fascinant et mystérieux, regorgeant de détails et de caractéristiques uniques. Chaque région et chaque détail présente des caractéristiques de formation et d'évolution communes, mais également des particularités individuelles remarquables. Chaque formation lunaire a son propre nom et son histoire géologique unique, ce qui offre des sites d'intérêt majeurs pour les scientifiques et les astronomes. Au fur et à mesure que les technologies d'exploration spatiale progressent, nous levons le voile sur les mystères anciens et accumulons des savoirs qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers pour les générations futures. Ces découvertes posent les jalons de l'exploration spatiale à venir, ouvrant la voie à la colonisation de la Lune et au-delà, susceptible de s'étendre en direction de Mars et d'autres mondes éloignés.